Good afternoon, everyone, and Bonjour à tous et bienvenue à la séance d'aujourd'hui, Faire avancer la recherche et la découverte. Nous sommes vraiment enthousiastes d'avoir pour la première fois une annonce en direct sur les résultats du concours de bourse neuromusculaire. Je m'appelle Omira Osman, je suis vice-présidente à la recherche et aux politiques publiques chez Dystrophie musculaire Canada. Avant d'avancer trop loin dans la séance d'aujourd'hui, j'aimerais m'assurer que vous êtes tous sur le bon canal ou le canal de votre choix. Pour ce qui est de la langue, la séance d'aujourd'hui est offerte en anglais et en français. Alors, n'hésitez pas à sélectionner le bouton Interprétation et choisissez soit anglais ou français. Comme vous le savez tous, la mission de Dystrophie musculaire Canada est d'améliorer la vie des personnes touchées par des troubles neuromusculaires en travaillant continuellement à fournir des soutiens continus et des ressources tout en cherchant de façon infatigable pour un traitement curatif grâce à une recherche bien financée. La dystrophie musculaire travaille et c'est une priorité. Nous travaillons pour fournir des soutiens maintenant grâce à tout un panier de programmes et de services comme des subventions pour l'équipement, de la technologie assistée, le transport, le logement, les rendez-vous. On veut fournir des ressources dans le domaine de l'éducation et comment naviguer dans le système. Nous sommes très heureux de pouvoir investir dans l'avenir en finançant la recherche qui aidera grandement à améliorer les résultats en matière de santé et renforcer les changements positifs. On veut prendre un instant maintenant pour souligner votre impact dans votre soutien à DMC nous a permis au cours des 5 dernières années d'investir 5,6 millions de dollars dans des initiatives de recherche. Nous avons pu soutenir 95 recherches, toutes ces recherches dans 95 institutions d'enseignement, c'est-à-dire environ 115 projets que nous avons appuyés au cours des 5 dernières années avec 115 chercheurs. Plongeons un peu plus en détail. L'année dernière, votre soutien nous a permis d'investir dans des bourses initiales. On a pu augmenter nos investissements l'an passé de 116 par rapport à l'année passée. On a pu donner des bourses de 8 000 $. Nous avons pu soutenir tout un travail extraordinaire en tant que bailleur de fonds, en tant que partenaire, et nous appuyons tout un réseau de maladies neuromusculaires, un réseau pan-canadien qui nous permet non seulement de soutenir des projets de recherche particuliers, des projets cliniques et translationnels, mais ça nous permet aussi de soutenir des chercheurs qui ont des rôles cliniques à l'ensemble du pays. Nous sommes ravis d'annoncer qu'au cours de l'année, nous avons pu lancer 2 nouveaux concours, le concours de bourse clinique et un concours de recherche postdoctorale. Il s'agit ici d'investir dans la prochaine génération de cliniciens et de scientifiques. Donc, nous avons pu soutenir 3 boursiers cliniciens, des personnes qui traitent et qui sont maintenant formées en neurologie et qui reçoivent maintenant de la formation en médecine neuromusculaire, et 2 personnes qui participeront à notre recherche neuromusculaire au cours de la prochaine année. Nous avons pu répondre à vos questions quant à vos troubles, vos essais cliniques, et nous avons eu plus de 2000 demandes qui nous sont venues sur notre ligne chaude, ligne d'urgence. N'hésitez pas à envoyer des courriels à plus le point lancer tout. Pour les avoir. La recherche qui aura le plus grand impact. Et on le fait selon le processus. D'habitude, on lance un appel de projets cliniques et translationnels avec des recherches comme celle dont vous allez entendre parler aujourd'hui. Et nous encourageons ça par des bourses, des subventions. Nous avons reçu 34 demandes de bourses. On se fie ensuite à un groupe d'universitaires et de réviseurs communautaires. Cette année, on avait 21 personnes qui ont révisé et évalué ces demandes. Le concours de bourse clinique a été dirigé par Hans Lockmiller et la compétition translationnelle a été présidée par le Dr. Robin Parks. J'aimerais prendre un moment pour les remercier tous les deux de leur leadership dans cet examen par les pairs, cette discussion par les pairs. J'aimerais mentionner aussi que pour les examinateurs communautaires, chez nous à DMC, le
cœur de la stratégie de tout ce que nous faisons, c'est pour la personne touchée et les membres de leur famille. Nous sommes heureux d'avoir des personnes qui avaient des expériences vécues, qui ont aussi révisé et classé et évalué, donné une note à ces projets de recherche. Ça nous a aidé à arriver à 9 projets finalistes que nous avons pu financer dans le cadre de ce concours. Je vais maintenant passer l'annonce spéciale à notre directrice de la recherche et de l'évaluation, la docteure Daria Bogatel. Daria, ne pensez-vous pas qu'on aurait peut-être besoin de roulement de tambour? À vous la parole, Daria. Merci beaucoup, Homira. C'est mon grand plaisir pour moi de féliciter les chercheurs suivants et leurs équipes qui ont reçu des subventions de recherche par la DMC. La docteure Jodie Warman-Chardon de l'Institut de recherche de l'Hôpital d'Ottawa va examiner l'imagerie quantitative par IRM pour évaluer l'évolution de la dystrophie musculaire. La docteure Carrie Schallenberg de l'Université de la Saskatchewan va explorer l'impact des problèmes de myotrophie spinale sur les personnes qui s'identifient comme autochtones, donc la myotrophie spinobulbaire. La docteure Miriam Haas de l'University Health Center va nous examiner la collectivité des motoneurones et dans la myotrophie spinale. Le docteur Michael Berger de l'Université de la Colombie-Britannique va examiner la mesure de l'équilibre dans la polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique. Et le docteur Rashma Amin de l'hôpital Foster Schuner va examiner la transition des adolescents à partir d'un environnement pédiatrique vers un programme multidisciplinaire adulte et devrait travailler avec des adultes, une clinique des adultes dans la région de Toronto. Et maintenant, du côté translationnel, nous sommes heureux d'annoncer que nos concurrents, c'est le Dr. Jerry Burden de l'Université d'Ottawa, qui va examiner le traitement en endurance pour le trouble myotonique de type 1 et le docteur Craig Campbell du centre de l'Université de Western va regarder les profils de méthylation du génome. Le docteur Christopher Perry de l'Université York va étudier des thérapies ciblant les mitochondries pour améliorer les résultats de la dystrophie musculaire du gène. Et finalement, le docteur Thomas Durkin de l'Université McGill va trouver un système, un modèle à 3 dimensions pour les troubles neuromusculaires. À vous la parole maintenant, Omira. Merci beaucoup, Daria, et félicitations à tous ceux qui sont candidats. Aujourd'hui, nous avons quelques personnes qui vont faire des discours rapides sur avec un puzzle dans les projets pour mettre la recherche clinique et transstationnelle qui va nous aider à faire une différence et nous amener un peu plus proche de la découverte d'un traitement curatif pour les troubles neuromusculaires. Tout au long de l'année, nous donnerons à tous nos récompensés. Nous passons maintenant au Dr. Warman qui va nous démarrer. À vous la parole. Merci beaucoup, Homira et Daria. Quelle excellente introduction. Maintenant, j'aimerais partager mon écran. Et voilà. Tout le monde peut voir mon écran maintenant? D'accord. Alors, d'abord, je veux vous remercier de vous faire décerner le prix de recherche clinique de la DMC. Je suis absolument contente d'avoir tous les beaux projets qui ont été soumis. L'importance de cette recherche, c'est que nous cherchons des URM quantitatifs. Il s'agit d'un biomarqueur quantitatif pour aider à évaluer l'évolution de la dystrophie musculaire oculopharyngée. Alors, la dystrophie musculaire oculopharyngée, ou qu'on appelle aussi OPMD, c'est une dystrophie musculaire qui affecte les yeux et cause une faiblesse des paupières ainsi que des difficultés à avaler, ainsi que des dystrophies qui peuvent progresser vers les bras et les jambes. Difficulté à avaler, difficulté à garder les yeux ouverts et difficile de monter et descendre des escaliers et de sortir d'une chaise. Mais au Canada, l'OPMD est une des dystrophies musculaires les plus courantes. Alors qu'ailleurs dans le monde, l'OPMD, c'est peut-être 1 sur 100 000 ou 1 sur 200 000, mais dans certaines parties du Canada, c'est 1 sur 1000 au lieu d'être 1 sur 100 000. C'est une dystrophie très importante pour la population canadienne, donc. La principale lacune dans ce domaine, c'est qu'il y a plusieurs thérapies qui sont en développement pour plusieurs dystrophies musculaires, y compris la dystrophie musculaire oculopharyngée. Mais ça nous prend la meilleure
façon d'évaluer la progression et surtout pour évaluer les réponses possibles aux thérapies qui sont actuellement en développement. Actuellement, on travaille là-dessus. Il y a des gens qui ont eu leur évaluation par le médecin au moins une fois, qui ont vérifié la force des bras et des pieds. C'est très important pour le diagnostic, mais ce n'est pas suffisant pour évaluer le pronostic ou la progression de cette maladie ou pour savoir si les gens vont bien répondre à la thérapie, surtout si c'est une maladie à progression lente. Il y a eu beaucoup de développement du côté des dystrophies musculaires. Pour beaucoup de gens ont des IRM pour leur dos ou leur cou, mais les IRM peuvent aussi examiner les muscles. Donc, les IRM sont un outil très puissant pour évaluer la force des muscles et la progression et la distribution des muscles qui seront affectés. Il n'y a aucune radiation dans les IRM, ce n'est pas intrusif, c'est facilement accessible dans plusieurs hôpitaux et on peut répéter cela à différents intervalles. Et surtout, on peut faire tout le corps en même temps. Donc, en 40 minutes, on peut évaluer pratiquement tous les muscles du corps au complet. Et si vous regardez le niveau, voici, vous voyez que chacun des muscles a un schéma individuel. Et ça, c'est au niveau, par exemple, du mollet. C'est très important de voir tous ces muscles différents et on le voit beaucoup mieux qu'à l'examen. À Ottawa, mes collègues sont le docteur Sampaio, qui est un radiologue, et le docteur Melkus, qui est un physicien de l'imagerie, qui examine toutes ces nouvelles techniques d'imagerie. On peut voir la progression dans le muscle. Par exemple, voici la langue d'une personne. Les gens qui ont de la difficulté dans la déglutition, on peut avec cette information, on peut évaluer tous les muscles à travers le corps au même moment. Alors, dans le cadre de notre étude, les patients sont inscrits et ont une évaluation auprès d'un neurologue. Ensuite, ils auront des formules sanguines pour voir s'il n'y a pas une corrélation avec l'IRM des muscles. Ils vont avoir leur IRM, ce qui prend entre 25 et 40 minutes. Et ensuite, les médecins et les scientifiques vont examiner les IRM et on peut examiner cela à différents niveaux. La langue ou les muscles du dos ou les muscles des jambes et des extrémités. C'est très important pour évaluer la progression de la maladie. Pour ce qui est de l'impact de cette étude, nous allons pouvoir regarder très attentivement à la façon dont la dystrophie musculaire oculopharyngée progresse auprès de l'IRM, voir comment tout cela change. Mais ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut atteindre une population de patients prête lorsque de nouvelles thérapies arriveront. Alors, il s'agit d'un essai clinique très critique. Et surtout, cela nous positionne au Canada de façon à avoir davantage d'études sur les maladies neuromusculaires et d'autres dystrophies neuromusculaires. Même si l'oculopharyngée sera le plus grand groupe de patients, on va pouvoir utiliser les mêmes techniques d'imagerie pour plusieurs patients qui ont différentes maladies neuromusculaires. Et donc, pour terminer, j'aimerais remercier Dystrophie musculaire Canada d'avoir donné le financement de subventions. Nous sommes vraiment contents de voir comment cela va aider à changer les soins, notre capacité d'évaluer les patients ayant des PMO et d'autres dystrophies musculaires et on verra comment cela peut être utilisé dans d'autres essais cliniques thérapeutiques à venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Warman. Très bien. Nous allons passer au Dr. Shammer qui va nous parler de l'étude. Bonjour à tous et merci. Merci beaucoup de l'occasion que vous me donnez de vous parler. Je suis tellement reconnaissante du financement reçu et je suis tellement enthousiaste quant à ce projet qui s'en vient. Je veux avoir la capacité de partager ceci à ce lancement. C'est une occasion extraordinaire. Alors, j'aimerais vous parler de PhotoVoice pour la myotrophie spinobulbaire, particulièrement quand on voit ça d'un point de vue autochtone. Alors, la myotrophie spinobulbaire est une maladie très rare, 1 sur 30 000, c'est souvent ce qu'on dit comme prévalence. On connaît ça aussi comme la maladie de Kennedy et ça affecte les motoneurones inférieurs. Alors, ces motoneurones qui sortent de la tige du cerveau vers le visage et qui sont cycliques et qui passent de la moelle épinière vers les bras et les jambes. Alors, c'est une maladie héréditaire, X récessif, ce sont les femmes qui portent la maladie
Et ce sont plutôt les hommes qui deviennent pleinement symptomatiques. Cela est dû à une répétition CAG dans le gène récepteur de l'androgène et il s'agit essentiellement d'une polyglutamine anormale qui est intégrée dans la chambre du récepteur d'androgène qui cause la maladie, la forme immunitaire de la maladie. Donc, il y a des signes neuromusculaires progressifs qui se produisent avec le temps. Les patients ont de la difficulté avec une faiblesse dans les extrémités, une atrophie également. Et les personnes qui ont cette maladie ont de la difficulté dans l'élocution et dans la déglutition. Ça peut devenir de plus en plus difficile avec le temps. Les difficultés respiratoires, une chose qu'on commence à reconnaître aussi, c'est qu'il s'agit véritablement d'une maladie multisystémique et elle affecte d'autres systèmes d'organes, par exemple un risque accru de diabète, de foie gras et de dépôt gras sur le foie et toutes sortes de conséquences d'anormalité des récepteurs de l'androgène. Cela peut causer l'infertilité ou la diminution de la fertilité ou l'atrophie testiculaire dans beaucoup de cas. Alors, je pense que récemment, nous avons publié une étude qui démontre que la prévalence de la myotrophie spinobulbaire chez les communautés autochtones de la Saskatchewan était extraordinairement élevée. Alors, je vous ai dit que la prévalence habituelle est de 1 ou 2 par 100 000. Ici, dans notre population autochtone, c'est 14 sur 100 000. Alors, c'est 10 fois la prévalence habituelle. Il y a des poches de prévalence dans le monde, mais la prévalence la plus grande à part la nôtre se trouve en Finlande avec une prévalence de 7 sur 100 000. Alors, nous, on a même le double de la Finlande. Et je m'inquiète que c'est sous-rapporté, c'est sous-signalé, sous-estimé. Il y a plusieurs personnes qui ont des oncles, des cousins et des frères qui ont des symptômes, mais qui ne sont pas suivis par les soins médicaux pour toute une variété de raisons ou qui n'ont pas été encore diagnostiqués. Donc, il s'agit d'une maladie qui a une grande importance ici dans l'ouest du Canada. Mais le laboratoire du Dr. Gerald Pfeffer, c'est celui qui a commencé ses études génétiques et qui a démontré qu'il y avait un effet fondateur, c'est-à-dire que ces patients ont un ancêtre commun il y a des années et des années. Alors, je vais vous présenter notre groupe de recherche. Sans la Dr. Alexandra King dans ce projet, elle est la co-investigatrice principale sur ce projet. C'est une chercheuse autochtone elle-même et détentrice de la chaire santé et bien-être de l'Université de la Saskatchewan. Il y a aussi le Dr. Malcolm King, qui est directeur scientifique de SCIFR, qui est le centre de recherche axée sur les patients de la Saskatchewan. Et le Dr. Gerald Pfeffer est un généticien, un neurogénéticien médical à Calgary, sous la direction de Dr. Keynes. On a fondé un groupe de cliniques, de conditions cliniques. C'est un groupe de personnes ayant cette condition, ainsi qu'un aîné, l'aîné plus une passe. Et ce groupe a été formé pour nous aider à comprendre l'impact de la recherche et pour diriger la recherche. Alors, ce cercle de guidance médicale avait une inquiétude principale. Il voulait comprendre l'impact de la myotrophie spinobulbaire sur notre communauté. Il semblait qu'il y avait beaucoup de besoins non rencontrés et notre première priorité était d'avoir un cercle où les gens pouvaient partager, parler de leurs expériences et pour obtenir une meilleure compréhension. Une des méthodologies de recherche qui a vraiment impressionné ce cercle de guidance est PhotoVoice. PhotoVoice est un outil de recherche participative qualitative qui est vraiment axé sur le patient. C'est de plus en plus utilisé dans des établissements de santé et c'est de plus en plus adapté pour utilisation dans des contextes autochtones. Et la raison, c'est que il y a, c'est une maladie qui a plusieurs facettes. Et une question, c'est l'approche visuelle à l'histoire et l'approche fondée sur l'équité qui aide les gens à partager leurs différentes circonstances et leur vécu. Avec cette méthodologie, les participants prennent des photos qui illustrent les circonstances dans lesquelles ils vivent, leurs expériences vécues avec la myotrophie spinobulbaire et c'est suivi par des entrevues individuelles avec des patients et leurs familles, ainsi qu'avec des interviews de groupe avec d'autres patients et d'autres donneurs de soins, d'autres soignants dans cette recherche.
Notre clinique a de l'expérience du côté de Photo Voice. Je vous dis que c'est de plus en plus utilisé dans des établissements de santé, mais il y a des études qui ont été faites pour des maladies neurologiques. Notre étude a été la première pour démontrer cette recherche dans la myotrophie SLA. J'ai été de plus en plus impressionné par les histoires d'espoir et de résilience démontrées par nos patients. Je vais jamais vous donner une idée du genre de choses que Photo Voice peut apporter comme témoignage. Le premier exemple, en haut à gauche, ça m'a frappé comme un carrefour dans la vie. On peut aller à droite ou à gauche, et j'ai choisi d'aller à droite. Il faut décider comment vous allez affronter cela, votre SLA. Il y a que du positif, en fait, la myotrophie spinolatérale. Une des choses principales que la SLA m'a volé, c'est le temps. Ça me prend tellement de temps maintenant à faire les choses. Chaque action semble se faire au ralenti. Donc, cette montre fracturée montre comment mon temps est maintenant fracturé. Un dernier exemple, voici où je mange. Il y a une grosse nouille de piscine qui aide à soutenir les bras et une cuillère pliée qui m'aide à mettre les aliments dans ma bouche, ce qui devient de plus en plus difficile. Vous savez, en tant qu'enfant, on ne veut pas avoir quelqu'un, quand on est jeune, quand on est un enfant, on veut se faire nourrir, mais en tant qu'adulte, on ne veut pas avoir quelqu'un qui vous nourrit. Mais il faut s'ajuster, il ne faut pas avoir peur d'essayer des choses. Notre cercle de guidance communautaire a partagé ses propres difficultés, l'impact que ça peut avoir sur eux et leur famille, l'impact que ça a sur leur communauté, le manque de soutien et le manque de conscientisation et de sensibilisation de la communauté. Ils ont parlé aussi que de façon assez triste, plusieurs de ces systèmes ont été égalisés avec des facteurs de style de vie et ça peut mener à la stigmatisation et à des soins inappropriés. Et malheureusement, nos gens ne sont pas les seuls qui se sentent comme cela. En fait, plus tôt ce mois-ci, il y a eu un écrit dans le nord du Manitoba qui a la maladie de Kennedy et qui, on lui a demandé de quitter un magasin d'ameublement parce que le personnel pensait qu'il était ivre. Il ne l'était pas. Il avait de la difficulté à parler à cause de sa maladie neuromusculaire. Cela nous aide un peu à démontrer à quel point le plaidoyer et la conscientisation est nécessaire. Finalement, j'aimerais dire merci à Dystrophie musculaire Canada d'avoir appuyé ce travail et je veux aussi remercier notre équipe, mon co-investigateur Alexander King, Dr. Alexandra King, ainsi que toute l'équipe qui a travaillé avec nous. Là-dessus, je vais terminer. Merci beaucoup de votre intérêt. Merci encore, Dr. Schellenberg, et félicitations pour cette recherche importante. Je vais maintenant passer la parole au Dr. Craig Campbell, qui va discuter de son projet de recherche translationnelle. Eh bien, merci beaucoup. C'est une merveilleuse occasion de recevoir le prix. J'aimerais remercier DMC et tous nos généreux donateurs qui ont rendu toutes ces récompenses possibles. Eh bien, j'essaie de partager mon écran. Laissez-moi voir. Pourquoi donc est-ce que ça ne fonctionne pas? Ah, vous l'avez trouvé. J'ai supposé que il s'agirait d'élargir un petit peu l'écran pour une raison ou pour une autre. On dirait que je peux voir seulement une portion de l'écran, mais je vais essayer de voir si on peut mettre ça à la bonne taille. Oups. Il va falloir que je rétrécisse un peu. Est-ce que ça va assez bien? Est-ce que vous voyez ceci? Voyez-vous l'écran? Ça va, merci beaucoup. Vous pouvez prendre la parole. D'accord, merci. Encore une fois, j'apprécie beaucoup la possibilité de partager cette séance avec les autres récipiendaires de prix. Félicitations à eux pour leur travail extraordinaire que vous faites. Maintenant, donc, je vais vous parler d'une recherche, un projet de recherche translationnelle et que l'on fait ici à London sur des signatures épigénétiques de la dystrophie musculaire de Duchenne. Et
ça provient d'une équipe de personnes. Et en fait, je suis ici pour représenter la recherche translationnelle. Je ne le savais pas auparavant. Je pense que tout le monde va reconnaître que je ne suis pas par nature un type de laboratoire. Je fais plutôt de la recherche clinique, mais j'ai eu de grandes possibilités pour travailler avec le docteur Batkham Sidikovic et son équipe dans le laboratoire d'épigénétique. Ces gens-là sont des chefs de file mondiaux dans les signatures épigénétiques et ont vraiment facilité le travail que je vais vous montrer, un travail que nous avons démarré. Et bien sûr, le travail que cette subvention, cette bourse du DMC va aider à réaliser. L'autre personne que je veux féliciter, c'est Leighton Schreier, qui est venue dans mon laboratoire comme une étudiante en baccalauréat en sciences de l'éducation, qui est devenue très intéressée à mieux comprendre certaines des différences dans les génotypes et les phénotypes que l'on peut voir chez les garçons qui ont la dystrophie musculaire de Duchenne. Et alors, on a commencé à parler de différentes possibilités dans ce domaine et cela nous a amené à parler de signatures épigénétiques et nous a amené à capitaliser au travail que Bacan et son équipe font. La plupart des gens sont au courant que la dystrophie musculaire de Duchenne est une des dystrophies musculaires les plus communes que l'on voit du côté pédiatrique, en tout cas. Et c'est causé par une mutation d'un gène du gène DMD qui cause un problème dans cette grosse protéine qu'on appelle la dystrophine. Et la dystrophine agit presque comme un échafaudage. C'est comme une protéine d'échafaudage qui connecte l'intérieur des cellules musculaires à l'extérieur des cellules musculaires. Et quand cette protéine est absente ou quand elle ne fonctionne pas bien, cela produit une dystrophie musculaire, une faiblesse musculaire progressive. Et souvent, les garçons qui ont cette DMD, cette dystrophie musculaire de Duchenne, ont de la difficulté à marcher et à respirer. Et je soulève cette question parce que je vais vous montrer quelques données reliées à cela. Donc, de quoi va avoir l'air notre étude? Nous travaillons déjà à développer certaines données pilotes que je vais vous montrer et qui sont à la base de notre demande de subvention. Bon, essentiellement, ce travail vise à comprendre s'il y a un pattern de méthylation à l'échelle du génome que l'on peut associer avec la DMD. Et ensuite, on voulait comprendre si ces patrons épigénétiques de la DMD sont prédictifs de la progression et de la sévérité de la maladie. Vous allez peut-être vous dire, qu'est-ce que c'est que ces choses épigénétiques? C'est quoi ces signatures épigénétiques et c'est quoi l'épigénétique? Eh bien, dans plusieurs maladies, on voit plusieurs maladies comme ayant un problème concernant un gène précis. Il y a une mutation sur un gène précis, mais il y a toute une couche de régulation génétique qui se produit pour allumer les gènes ou les éteindre de façon très précise. Et tout ça, c'est relié à des facteurs autres que simplement la séquence de nucléotides dans le génome. Et cette couche supplémentaire de régulation des gènes, de l'expression des gènes, s'appelle l'épigénétique. Et on a mesuré plusieurs phénomènes épigénétiques. On peut les mesurer en regardant la méthylation des gènes. Si les gènes ont un niveau élevé ou faible de méthylation autour d'eux, cela peut nous aider à comprendre si ces gènes sont activés ou désactivés d'une façon qui peut avoir un impact sur la maladie. Alors, c'est vraiment ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on veut voir pour la dystrophie musculaire de Duchenne. Au-delà de la mutation dans la protéine de la dystrophine, y a-t-il des schémas dans les gènes qui sont allumés ou éteints de façon un peu spéciale qui nous aideraient à comprendre si on peut attribuer une signature à cela
Et si le patron de cette méthylation élevé ou faible de ces gènes pourrait nous aider à comprendre quelque chose sur la dystrophie musculaire de Duchenne qu'on ne connaissait pas auparavant. Alors, ce qu'on a fait, on a commencé par regarder un petit nombre de garçons et notre projet va regarder un nombre plus grand de garçons et on veut les regarder sur 800 000 sondes de méthylation dans le génome. On va faire plus de 800 000. On a trouvé des patrons qui étaient uniques à la situation de la DMD, qui étaient soit hypométhylés, comme vous voyez ici sur ce graphique en volcan, plusieurs gènes hypométhylés, vous voyez plusieurs régions hypométhylées dans le génome et certaines régions hyperméthylées. C'était la première indication ici qu'on pourrait être capable de prendre certaines de ces régions et de créer une signature épigénétique spécifique, un profil de gènes hyperméthylés ou hypométhylés qui serait spécifique à la DMD. Ça a aussi fait surgir l'idée qu'on peut regarder certaines de ces régions spécifiques du génome pour voir s'il n'y aurait pas des modificateurs génétiques de la maladie. Je ne vais pas trop parler de cela aujourd'hui, mais nous avons identifié plusieurs gènes auxquels on pourrait penser qu'ils pourraient être impliqués dans les voies musculaires et qu'on va examiner plus en détail. Avec notre petit nombre d'enfants, on a pu identifier une véritable signature épigénétique. Ici, sur le graphique, vous voyez ce petit nombre de garçons en rouge qui ont la DMD et ça, c'est fait basé sur 118 sondes par lesquelles on a trouvé des schémas très distinctifs de méthylation par rapport à un groupe d'échantillons témoins. Mais il faut en faire plus avec des enfants qui ont la DMD pour mieux comprendre si ce pattern est consistant et cohérent et robuste. Il faut regarder les données aberrantes et voir s'il n'y a pas des patterns chez les enfants qui ne correspondent pas ici. Jusqu'à présent, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé des tissus sanguins. C'est sûr qu'on voudrait regarder des muscles parce qu'on sait que c'est là qu'il y a des graves problèmes dans la DMD. Et on voulait aussi essayer de mettre en parenthèse nos résultats avec des gens qui ont des formes plus légères comme la dystrophie de Becker et regarder les intervalles d'âge où ces patrons peuvent changer et essayer de voir comment les stéroïdes pourraient avoir un impact sur cette signature épigénétique. Parce qu'on sait que les stéroïdes peuvent causer des changements dans les patrons de méthylation dans certaines de ces régions. Et l'autre gros pattern ou l'autre gros indice que nous avons vu, on s'est demandé, est-ce que ces schémas de méthylation pourraient être associés à des changements dans la gravité de la maladie? Là aussi, avec seulement un petit nombre de patients, ce qu'on avait tendance à voir, c'était que à mesure que la faiblesse des gens progressait du côté de l'ambulation, à mesure qu'ils ne pouvaient plus marcher, ils devaient être en chaise roulante, on a vu la signature épigénétique devenir plus distinctive, comme vous le voyez ici dans ce graphique. Puis, on a vu la même chose du côté du statut respiratoire. À mesure que vous devenez de plus en plus dépendant de soutien respiratoire, les schémas épigénétiques semblent plus distincts. Alors, on voulait comprendre cela parce que ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait utiliser pour comprendre la maladie et la progression de la maladie. Donc, en bout de ligne, ce qu'on espère pouvoir montrer grâce à nos études, c'est qu'on va savoir est-ce que la signature épigénétique peut être utilisée dans le cadre du processus diagnostique. Il y a plusieurs régions du monde où on ne peut pas faire du séquençage génétique, en tout cas pas rapidement ou ni à bon marché, mais les signatures épigénétiques pourraient nous aider à comprendre les choses. Comme je l'ai mentionné plus tôt, ces sections hypométhylées ou hyperméthylées du génome nous aident à comprendre la pathophysiologie. Et nous avons commencé à analyser cela un peu plus en détail dans notre laboratoire. Est-ce qu'on peut utiliser les signatures épigénétiques pour comprendre la progression de la maladie et le pronostic? Ça, c'est intriguant et c'est là, ça nous donnerait un nouveau biomarqueur. Et on a aussi commencé à parler avec différents partenaires dans l'industrie pour penser à utiliser les signatures épigénétiques avant et après le traitement et
certains des essais innovants du côté thérapeutique pour voir est-ce que ça pourrait être un marqueur de réponse au traitement. Mais il y a beaucoup de lacunes dans la connaissance que cette bourse va nous aider à combler pour étoffer les choses. La contribution des stéroïdes, par exemple, à la signature épigénétique. On veut s'assurer que les stéroïdes ne sont pas un facteur confusionnel. La question de biomarqueurs sur la sévérité et la responsivité du traitement. Regardez différentes relations entre le génotype et le phénotype. Il y a des scénarios uniques où deux enfants ont la même mutation du gène de la dystrophie, mais les différences dans la façon dont leur force diminue et comment ils vont. On veut voir si les signatures épigénétiques pourraient nous aider à comprendre ces différences subtiles et nous aider à comprendre aussi s'il y a des indicateurs dans la signature épigénétique qui pourraient nous aider à comprendre les gènes modificateurs qui sont en jeu. Alors, merci beaucoup. Encore une fois, j'ai beaucoup de gratitude envers DSM, la DSM pour cette bourse, cette subvention et les donateurs qui ont rendu cela possible. Merci de m'avoir permis de faire partie de cette conférence aujourd'hui. Merci beaucoup, Dr. Campbell. On apprécie beaucoup votre leadership dans ce projet important. Nous allons maintenant passer la parole à Dr. Reshma Amin qui va nous parler du projet de transition pour la myotrophie spinale. Transition d'adolescents vers un programme pour adultes. Bonjour à tous, ou bon après-midi, bon matin ou bonsoir, selon l'endroit où vous êtes au pays. J'aimerais faire écho aux présentateurs qui m'ont précédé, en ce sens que moi-même et mon équipe, nous sommes incroyablement reconnaissants du soutien financier de DMC envers notre projet et on apprécie vraiment l'invitation que nous avons à vous parler à tous aujourd'hui. Alors, je vais vous parler de notre projet qui est la transition d'adolescents ayant l'amyotrophie spinale vers un programme pluridisciplinaire pour adultes. C'est l'étude Team SMA. Je ne veux pas vous interrompre avant de continuer. Voudriez-vous agrandir un peu votre présentation? Ça y est, mes excuses. Quelle erreur de débutant alors que la pandémie dure depuis si longtemps. Bon, un peu de contexte. L'amyotrophie spinale est une maladie, un trouble neuromusculaire récessif avec une prévalence d'environ 1 à 2 par 100 000 personnes. Et c'est un trouble qui affecte les motoneurones antérieurs. On estime qu'environ un tiers de la population SMA sont des adultes et cette proportion ne va que continuer à croître avec les thérapies modificatrices de l'évolution de la maladie qui seront approuvées pour toute cette population de patients. Maintenant, parlons de la transition aux soins pédiatriques, aux soins adultes. Nous savons que ça a été associé, c'est un moment où il y a des mauvais résultats cliniques, cette transition des adolescents. Pendant cette phase de transition, les patients peuvent décrocher de leurs soins de santé, mauvais respect du traitement, une augmentation de la gravité de la maladie, augmentation et aussi une augmentation des hospitalisations. Actuellement, on estime la transition vers un service adulte multidisciplinaire. Ça n'existe pas de façon uniforme dans l'ensemble du pays, ces services de transition. Tout se fait surtout ad hoc. Et à mesure que les soins nécessaires pour cette population deviennent plus complexes, les soins multidisciplinaires sont fortement recommandés pour essayer de faire un parallèle à ce qu'on fait du côté pédiatrique. Alors, c'est sûr, c'est un gros fossé à franchir pour nos patients partout au pays. Donc, en réponse aux besoins non répondus d'aujourd'hui, les programmes des services de transition vers les services adultes commencent à être démarrés dans plusieurs centres dans la région du Grand Toronto, au Sick Kids, Holland View, Kids Rehabilitation Hospital, Sunnybrook et West Park. Et ces services donnent une possibilité d'évaluation simultanée des programmes. Et on veut tirer les leçons de cela et comprendre l'expérience des patients et de leurs familles. On veut apprendre de patients qui commencent la transition vers les soins adultes et leurs familles. Mais on veut aussi entendre parler des patients qui ont déjà fait la transition vers les soins pour adultes pour comprendre quelle est leur expérience jusqu'à présent. Alors, jusqu'à présent, nos objectifs d'étude et nos buts pour cette étude sont les suivants. Notre objectif primaire, c'est qu'on voulait explorer l'expérience et le degré de préparation à la transition d'adolescents qui ont cette amyotrophie spinale et leur famille. Objectif secondaire, on veut explorer les expériences vécues des adultes ayant l'amyotrophie spinale et leurs accompagnants adultes qui ont déjà fait la transition. Et un objectif exploratoire, c'est d'éclairer les études futures sur la transition qui vont avoir un impact
quel est l'impact de la transition sur l'utilisation des soins de santé, les coûts des soins de santé, la qualité de vie, la santé mentale, le fardeau pour les soignants, ainsi que les résultats cliniques. Alors, passons maintenant aux méthodes d'études. On a l'intention de faire une étude prospective de 18 mois où on va suivre des patients qui font récemment la transition du service pédiatrique vers le service adulte pendant une période de 18 mois. C'est une étude mixte. Nous allons donc utiliser plusieurs méthodes quantitatives comme des mesures de sondage, d'enquête et aussi des interviews avec une collecte de données par le biais d'interviews. Nous allons inscrire des patients dans ces 4 centres que j'ai mentionnés plus tôt à Toronto. Et pour ce qui est des participants à l'étude, nous allons avoir 2 groupes de patients. Nous allons avoir un premier groupe où ce sont des adultes ayant l'amyotrophie spinale qui ont déjà fait la transition vers les soins pour adultes. Et le deuxième groupe sera des groupes d'adolescents ainsi que leur soignant principal. Et on va suivre ce groupe pendant qu'ils font leur transition vers les soins pour adultes. Ici, sur ce tableau, j'ai souligné ce qui serait l'infrastructure pour le programme de transition clinique. Je vais passer par là. D'abord, je vais vous expliquer le plan de recherche. Ce sera une série de 4 visites. Lors de la visite 1, ce sera une visite pour les adolescents de 17 ans, dans leur 17e année. L'équipe pédiatrique sera là. Pendant la visite numéro 2, ce sera la dernière visite pédiatrique. L'équipe pédiatrique sera présente et l'équipe adulte sera aussi présente de façon virtuelle ou en personne. Il va aussi y avoir une troisième visite qui sera une visite de transition conjointe où on aura à la fois les équipes adultes et pédiatriques qui seront là présentes simultanément. Et ensuite, après la transition, il y aura une visite à la clinique pour adultes avec seulement l'équipe pour adultes. On essaie d'être opportuniste et d'inclure un cadre de recherche pour qu'il fasse un parallèle avec ce qui se produit au niveau clinique pour ces patients. Donc, le plan de cohorte 1, ce seront les patients qui sont adultes, qui ont déjà fait la transition. Ce sera la cohorte 1. Ces patients seront interviewés après une première visite à la clinique pour adultes et après leur consentement. Pour la cohorte 2, c'est la cohorte de patients qu'on va suivre de façon longitudinale. Ces patients seront inscrits lorsqu'ils sont encore pédiatriques et seront suivis vers l'avant avec le temps. Plusieurs types de collecte de données seront accomplis pour recueillir de l'information sur leur statut clinique, aussi de l'information sous la forme d'interviews qualitatives, semi-structurées, pour entendre parler de leur expérience dans le système de santé à différents moments dans le temps, et un questionnaire qui posera la question sur leur préparation à la transition, qui regarde la perception de la coordination des soins, ainsi que des questionnaires du point de vue des soignants pour regarder le fardeau pour les soignants et des questionnaires aussi sur la qualité de vie. Alors, quel sera l'impact? Qu'est-ce que ça donne en bout de ligne? On espère que nos conclusions vont éclairer les meilleures pratiques possibles pour des modèles axés sur les patients de soins pour l'amyotrophie spinale, mais aussi pour d'autres populations ayant des maladies neuromusculaires en Ontario, avec une possibilité de généraliser tout ça à l'ensemble du Canada et à l'international. Également, grâce à l'identification et l'apprentissage des patients et de leurs familles par rapport à leur expérience vécue, on espère pouvoir identifier les barrières, les facilitateurs et des indicateurs de préparation perçus des personnes qui pourront intégrer cela de façon intuitive pour améliorer constamment la transition pour l'avenir. Et bien sûr, l'objectif ultime, c'est d'améliorer les soins cliniques avec le temps et d'améliorer l'expérience de la transition ainsi que la qualité de vie en matière de santé de ces patients et de leurs familles. J'aimerais souligner maintenant notre grande équipe de personnes qui ont contribué à ce travail et qui vont continuer de contribuer. Notre équipe est grande. Je veux souligner que c'est un mix de patients, de cliniciens, de stagiaires et de chercheurs. Et bien sûr, notre partenaire DMC, Dystrophie musculaire Canada. Et j'aimerais faire écho pour remercier DMC et vous remercier du temps que vous m'avez donné aujourd'hui. Merveilleux. Merci beaucoup, Dr. Amin. À ce moment-ci, j'aimerais inviter nos chercheurs à revenir, à démarrer leur vidéo et on va commencer une causerie sur l'impact du financement. Et on ouvre la place à toute question que vous pourrez avoir autour de ces projets de recherche. J'ai vu une question qui est entrée dans le clavardage. Une de ces questions nous demande « Qu'en est-il de la dystrophie
dystrophie musculaire en général. J'ai vu un commentaire assez spécial. Hein? Alors aujourd'hui, on a entendu parler de projets reliés à la dystrophie oculopharyngée, à la maladie de Kennedy, à la dystrophie musculaire de Duchenne et à la myotrophie spinale. Et je pense que nous, chez DMC, on est dans une position privilégiée parce qu'on représente toutes sortes de troubles neuromusculaires et on peut investir dans la recherche dans certains troubles précis. Mais comme vous le dites, Dr. Amin, ce sont quand même des possibilités de transférer à d'autres troubles. Je vais vous passer la parole, Dr. Warman, pour nous expliquer comment ces études peuvent éclairer les soins cliniques pour d'autres troubles neuromusculaires. Merci. Toutes les études qui ont été financées se focalisent sur une maladie, mais je pense que l'important, c'est qu'elle peut être utilisée pour plusieurs différentes maladies. Par exemple, avec mon étude sur les IRM, je vois aussi beaucoup de patients qui ont des dystrophies musculaires assez générales, qui sont adultes ou qui ont été récemment diagnostiqués. Donc, les études d'imagerie que nous utiliserons pour la dystrophie oculopharyngée, ce sera le même genre de séquence, le même genre de méthodologie qui sera utilisée pour plusieurs autres troubles neuromusculaires et dans toutes sortes de milieux. Je vais laisser mes collègues parler également, mais je pense que toutes les études de recherche spécifiques qui sont financées peuvent s'appliquer à plusieurs maladies connexes à cause de la méthodologie qui est utilisée. Dr. Campbell, voudriez-vous faire une mention particulière de la façon dont votre étude peut contribuer? Oui, je ferai écho à cela, certainement. Ça a ouvert un petit peu une porte pour nous quand on veut essayer de comprendre la signature épigénétique de la maladie de Duchenne pour d'autres troubles neuromusculaires. Alors, ça ouvre la porte. On sait que ça a un rôle pour la myotrophie myotonique, mais on sait que c'est un domaine où on pourra ouvrir des portes et être éclairant pour d'autres conditions, d'autres troubles, d'autres maladies. Alors, merci de nous demander d'élargir notre vision à ces autres maladies. Merveilleux. La prochaine question qui est arrivée dans le chat, je reconnais qu'un de vos partenaires, c'est là, Amine. La question est pour vous. Vous avez inclus des partenaires de recherche sur les patients dans votre projet de recherche. Pourquoi est-ce que c'est important d'inclure des patients? Et quel est votre partenaire de recherche sur les patients? Pouvez-vous nous dire? Oui, je pense que en tant que de plus en plus de cliniciens commencent à s'intéresser à cela. Nous sommes des chercheurs cliniques. La direction qu'on fait dans nos programmes de clinique, on veut réfléchir à ce qui se passe de façon clinique pour nos patients. Et donc, pour moi, personnellement, je pense que quand je suis en clinique, je pense aux difficultés qu'ont mes patients et ça m'aide à comprendre les lacunes parce que je vois une perspective, une partie en tant que clinicien, mais je n'ai aucune idée de ce que c'est si j'étais quelqu'un qui devait naviguer dans le système de santé. Donc, il y a toujours un rôle pour l'implication des patients dans nos recherches. De plus en plus dans l'ensemble du pays, c'est quelque chose sur quoi on insiste. Et je remercie beaucoup DMC avec son partenariat avec des cliniciens et des organisations en but lucratif qui nous permet d'avoir un grand accès aux patients. Et aussi, je pense qu'avoir une participation des patients à la recherche clinique, ça peut prendre plusieurs formes. J'ai été impliqué dans des projets où je montrais à mes patients certaines idées pour me concentrer sur quelque chose et faire certains projets de recherche. J'ai été impliqué dans d'autres projets où on demandait à des patients de faire des commentaires sur le protocole et de sorte qu'ils devenaient partenaires dans la phase de développement et de suivi. Alors, je pense que ça dépend et voir si ça correspond bien, ça s'adapte bien. Il y a beaucoup d'organisations formalisées, mais il y a aussi beaucoup de nos institutions qui ont des patients et des organismes de patients qui visent à aider et à donner des intrants de la part des patients. Merci beaucoup. Encore une fois, c'est sûr, ça s'aligne bien avec ce qu'on fait chez nous à notre stratégie. Peut-être que je peux profiter de l'occasion pour partager le fait que cette année, nous allons déployer notre financement sur la façon de devenir un partenaire patient à la recherche grâce au travail qui se fait dans le réseau sur la dystrophie musculaire. Et ce projet pilote est dirigé par le Dr. Cathy Selby. J'en suis vraiment enthousiaste. La prochaine question est pour vous, Dr. Warman. On voudrait prendre le temps pour vous féliciter puisque récemment, on vous a décerné un prix, une subvention de la part des instituts de recherche en santé sur le fardeau des maladies neuromusculaires sur les soignants. Et c'est une subvention pour un montant plus élevé. On aimerait vous demander quelle est la valeur de ces petites
subventions initiales, même si vous recevez des financements plus grands de la part de certaines agences gouvernementales, comme les instituts de recherche en santé? Excellente question, effectivement. Les plus petites subventions sont c'est quand même très généreuse pour votre information, hein, ces petites bourses initiales. Ce qu'on peut faire avec ces petites subventions pour un centre, on peut développer l'infrastructure et obtenir des données pilotes ou de l'information pour convaincre des agences de subvention qui pourraient s'engager à un demi-million ou à $1 million pour de la recherche sur les maladies neuromusculaires. Quand vous donnez ou que vous appuyez une organisation comme Dystrophie musculaire Canada, votre recherche peut être multipliée par 10 parce que ces financements peuvent être utilisés comme données pilotes pour des subventions plus grandes et avec des partenaires internationaux. Donc, ces subventions de démarrage ou d'amorçage sont très importantes. On apprécie beaucoup ces petites subventions de démarrage. Ça va nous amener à des projets très emballants qui vont aider à améliorer les recherches pour les patients ayant des troubles neuromusculaires. Ça va mener à des subventions beaucoup plus grandes et nous permettre d'acquérir les données qui sont nécessaires pour avoir accès à ces subventions plus grandes pour améliorer les soins des troubles neuromusculaires. Merci. Une question pour vous maintenant, Dr. Schellenberg. C'est aussi ouvert aux autres. Et quelques personnes dans la section des commentaires nous posent des questions sur la façon de participer à votre recherche. Comment recrutez-vous pour une étude comme celle que vous avez décrite aujourd'hui et comment les gens peuvent-ils entendre parler de ces possibilités? J'aime toujours entendre que les gens veulent participer. Ça me plaît énormément. Quelle belle question. En fait, nous avons plusieurs projets en cours sur la myotrophie spinale et vous n'avez pas besoin de faire partie de notre clinique pour y participer. Dans plusieurs cas, nous avons besoin de nous relier de plusieurs autres façons. La façon la plus facile serait probablement d'appeler notre clinique 306-655-7732. 306, donc, dans l'indicateur régional. Mais nous avons plusieurs façons qui nous permettent d'intégrer des participants de plusieurs provinces différentes. On est déjà relié avec d'autres provinces, aussi bien à l'ouest qu'à l'est, pour augmenter notre bassin de recrutement et pour permettre à davantage de provinces de participer. Fantastique. Dr. Campbell, vous êtes ici en tant que clinicien, mais vous dirigez aussi un projet de recherche translationnelle. Pouvez-vous nous dire pourquoi c'est important d'investir dans la recherche translationnelle ou la recherche dans les stades précoces de maladie? Oui, merci de cette question, Omirard. Vous savez, ces projets qui nous amènent du banc d'essai au chevet du patient, comme on dit souvent, ce sont des projets qui regardent ce qui se produit dans un laboratoire de sciences fondamentales et trouvent des façons de combler les lacunes qui devront être comblées pour le faire avancer à quelque chose qui pourra être utilisé de façon clinique et qui pourra avoir un impact dans la vie de tous les jours. Et malheureusement, les choses ne sautent pas directement du laboratoire à l'hôpital ou à la clinique ou à la pratique. Souvent, il faut établir certaines bases à tout cela, que ce soit de nouveaux médicaments, de nouveaux tests diagnostiques, par exemple, comme ceux que j'ai décrits aujourd'hui en épigénétique. Mais il y a tout un ensemble de questions, de connaissances qui doit d'abord être établi quant à la façon dont quelque chose peut être fait. Ça semble si prometteur au laboratoire, mais comment ça pourra vraiment avoir un impact chez les gens et en clinique. Et il faut tester ça soigneusement. Si c'est un nouveau médicament, par exemple, il faut tester ça avec soin, l'innocuité et la façon dont le médicament se distribue dans le corps. Si c'est un test diagnostique, comme ce que j'ai décrit aujourd'hui en épigénétique, il faut d'abord prendre un petit sous-ensemble de personnes et regarder différentes caractéristiques de maladie pour comprendre vraiment est-ce que le test performe vraiment de la façon dont il devrait le faire avant qu'on le déploie dans une plus grande étude et avant que ça puisse être, on l'espère, transféré vers la pratique clinique et où ça pourra nous permettre d'être meilleurs sur certains aspects de la dystrophie musculaire. C'est comme ça que je vois la chose quand je parle de recherche translationnelle. L'autre petit point que j'aimerais soulever ici, c'est que le fait d'avoir un scientifique clinique, c'est-à-dire une personne qui fait de la clinique et qui est reliée quand même à une personne en sciences fondamentales, nous permet d'avoir le genre de conversations qui vont nous aider à faire
de meilleure recherche scientifique, parce que souvent, nos collègues en sciences fondamentales ont une connaissance en profondeur de certains des mécanismes fondamentaux, mais nous, en tant que cliniciens, on n'apprécie pas ces recherches. Mais ça nous aide à comprendre les choses à quoi on doit penser et vice-versa. Alors, vraiment, cette conversation, le fait d'avoir cette conversation en recherche translationnelle nous aide à faire avancer toute une communauté. Absolument. Merci beaucoup, Dr. Campbell. Et pour ajouter à vos remarques, je dirais que chez nous, à DMC, on ne pense pas seulement à la recherche translationnelle. On parle vraiment du bord d'essai jusqu'au chevet du patient, mais on pense aussi à la communauté. On pense toujours à comment est-ce qu'on peut utiliser ces conclusions de recherche pour aussi influencer les politiques publiques et pour permettre aux gens d'avoir accès à certaines thérapies, à certains traitements. C'est un autre aspect. Tout ça est fantastique. Merci beaucoup à tous. Je vais maintenant passer la parole à notre PDG, Seyfried Lindenberg, qui, pour certaines remarques de fermeture. Merci, Yomira. Merci beaucoup à tous de vous être rejoints à nous et merci et félicitations à tous les présentateurs. La communauté de la dystrophie neuromusculaire est tellement contente d'avoir des chercheurs passionnés qui font de la recherche dans ces nombreux domaines. La recherche est puissante. Pour la première fois, les traitements neuromusculaires, les thérapies neuromusculaires sont disponibles. Nous savons qu'avec les avancées et les percées dont on a entendu parler aujourd'hui, dans plusieurs troubles neuromusculaires, il y a d'incroyables opportunités de transférer ces connaissances vers d'autres pratiques incroyables pour d'autres troubles neuromusculaires. La recherche est un facilitateur. La recherche est critique pour influencer des changements positifs du côté des politiques, de sorte que les bonnes ressources soient disponibles à la communauté neuromusculaire au bon moment et pour donner de l'espoir. Dystrophie musculaire Canada va continuer de travailler de façon infatigable en collaboration avec le monde de la recherche pour améliorer les soins. Dystrophie musculaire Canada est très reconnaissante du soutien de toute la communauté de la dystrophie. Votre soutien permet de faire avancer DMC pour avancer dans la recherche neuromusculaire. Merci aux milliers de donateurs, de volontaires et bénévoles en financement des pompiers. Par exemple, vous nous permettez de continuer à faire de la recherche qui va mobiliser des traitements, des thérapies, qui va influencer les normes de soins, les politiques publiques et les soins finalement. Merci à notre comité consultatif scientifique et plusieurs examinateurs qui ont donner de leur temps pour réviser et sélectionner des recherches. Le 11 juin, on va avoir notre événement virtuel Marchons pour la dystrophie musculaire et comme le Dr. Wharton, c'est la présidente de cette marche pour la dystrophie musculaire. On est tellement content d'avoir cette chercheuse prestigieuse. Le Dr. Warnes va être accompagné par plusieurs champions de la recherche dédiés qui vont lever des fonds pour Dystrophie musculaire Canada pour pouvoir continuer à investir à la recherche. Le but du financement est de ramasser 1,5 million de dollars. Ce n'est pas, c'est gros, mais comme vous savez, c'est nécessaire. Inscrivez-vous à cette marche pour la DMC en allant à walk2md.ca ou envoyez-moi un courriel à muscle.ca. Notre personnel sera disponible pour vous appuyer à chaque étape. Si vous voudriez parrainer l'incroyable équipe du Dr. Warden, veuillez le contacter par courriel à muscle.ca ou contactez-moi directement. Comme vous savez, chez DMC, on ne reçoit pas de fonds gouvernementaux pour nos activités. Donc, chaque don compte. Si vous voulez donner d'une façon différente, appelez-moi. Contactez-moi. Ce sera notre plaisir de vous rendre la chose facile. On sera très reconnaissant de vous aider à faire une différence pour le monde neuromusculaire au Canada. Au nom des milliers de Canadiens touchés par les troubles neuromusculaires, merci du fond du cœur de votre appui qui fait avancer la recherche neuromusculaire et fait une vraie différence. Nous sommes reconnaissants. Prenez soin de vous. Merci beaucoup, Stacy. Sur cette note, je vois Dr. Stewart à l'audience. Je pense que ce serait le bon moment d'inviter tout le monde à venir à cette marche. Regardez cela. Le Canada a certains des meilleurs chercheurs au monde. Plusieurs parmi eux sont à l'avant-garde de nouveaux développements technologiques et les perspectives de traitement sont maintenant plus prometteurs que jamais. Chaque dollar ramassé pour Walk4MD nous rapproche du moment où ces troubles pourront être traités d'une façon qui n'était même pas imaginable en 1985, à l'aube des découvertes génétiques. Nous remercions de votre soutien. Merci d'avoir été ici à la séance d'aujourd'hui. Félicitations à tous les récipiendaires de bourse. Si on n'a pas pu atteindre votre question, on pourra y répondre hors ligne et j'accueille toute question qui pourra être faite et nous nous dirigerons à aller à research@muscle.ca. Merci beaucoup au nom de Dystrophie musculaire Canada. Merci à tous.